Bienvenue dans cette nouvelle uchronie où je vais vous parler de la guerre de sécession. Que se serait-il passé si ce n'étaient pas les nordistes, donc les fédérés qui l'aient emporté, mais les confédérés, c'est-à-dire les sudistes, les États esclavagistes? D'abord, y aurait-il une seule nation? Y aurait-il les États-Unis d'Amérique ou y aurait-il deux États différents? Et les historiens s'accordent sur le fait de dire que s'il y avait eu deux réunions d'États différents, avec les nordistes d'un côté et les sudistes de l'autre, eh bien, il n'y aurait pas eu d'intervention des États-Unis lors de la Première Guerre mondiale. Et vous imaginez, ça change totalement, eh bien, le monde et l'histoire que nous connaissons. C'est à travers ces uchronies qu'on prend conscience qu'il suffit de quelque chose qu'on ne voit pas à l'échelle du présent pour voir la modification qui se fait dans le futur. Alors mettez-moi dans vos commentaires ce que cela aurait changé si les États-Unis n'avaient pas été donc de 50 pays, mais répartis entre le nord et le sud. Dites-moi ce que ça aurait changé. Bien évidemment, ils n'auraient pas été champions olympiques dans tous les JO de basket, parce qu'ils ne seraient pas aussi forts. Il y aurait peut-être les États du Nord contre les États du Sud, et encore c'est pas gagné. À très vite pour lire vos commentaires. De 1861 à 1865, les États-Unis s'entredéchirent dans une guerre civile qui est la plus meurtrière de leur histoire. Les États industriels du Nord s'opposent aux États agraires du Sud, qui doivent la richesse de leurs plantations à une institution particulière, selon la formule du président Jefferson, l'esclavage. Quand Abraham Lincoln est élu le 6 novembre 1860 avec moins de 40% de voix, il est encore loin d'être le grand émancipateur que l'on vantera ensuite. Il défend au contraire la thèse du free soil, qui consiste à ne pas remettre en cause l'esclavage là où il existe. Même si tous les pouvoirs de la terre m'étaient donnés, déclare-t-il en 1854, je ne saurais que faire de cette institution qui est établie dans plusieurs États de l'Union. Abraham Lincoln va être l'étincelle dans la poudrière. Pour les États esclavagistes du Sud, pourtant cette victoire électorale est une déclaration d'hostilité. Le 20 décembre 1860, avant même l'investiture de Lincoln, la Caroline du Sud rompt le pacte fédéral en adoptant la South Carolina Ordinance of Secession et déclare l'Union dissoute. Dans les mois qui suivent, les autres États esclavagistes la rejoignent les uns après les autres. Mississippi, Floride, Alabama, Georgie, Louisiane, Texas. Le 4 février 1861, les 7 États sécessionnistes se réunissent en convention à Montgomery dans l'Alabama pour former les États confédérés d'Amérique. Ils se donnent pour président Jefferson Davis, sénateur du Mississippi qui fut secrétaire à la guerre de 1853 à 1857. Leur constitution promulguée le 11 mars maintient l'esclavage tout en insistant davantage sur les droits des États et en faisant l'économie de la Cour suprême. Lorsqu'il accède au pouvoir en mars 1861, Lincoln est donc à la tête d'une Amérique divisée dont la moitié sud ne reconnaît pas son autorité. Il condamne immédiatement la Confédération sécessionniste et rappelle que l'Union préexistait à la Constitution et que tout acte de violence contre l'autorité des États-Unis est de nature insurrectionnelle ou révolutionnaire. Des deux côtés, la guerre se prépare et les premiers soldats commencent à être recrutés sur la base du volontariat. Au sud, 100 000 hommes doivent servir pour un an, contre 75 000 dans le nord mobilisés pour 3 mois. De 1861 à 1863, l'issue est incertaine. La guerre civile américaine est déclenchée le 12 avril 1861, lorsque l'armée des États confédérés, dirigée par le général Pierre Beauregard, prend d'assaut le fort Sumter dans la Caroline du Sud, afin de déloger la garnison fédérale à l'entrée de la baie de Charleston. Dans la foulée, 4 États rejoignent la Confédération entre avril et mai 1861. La Virginie, l'Arkansas, le Tennessee et la Caroline du Nord. Les 4 autres États esclavagistes, qu'on appelle les Border States, demeurent dans l'Union. Le Maryland, le Kentucky, le Missouri et le Delaware, en plus de l'ouest de la Virginie, qui formera en 1863 l'État de Virginie occidentale. Les confédérés sont mieux armés et plus déterminés, et ils sont persuadés de mener une guerre défensive, et ils partent au front, donc la fleur au fusil, persuadés que leur victoire leur est acquise. La bataille de Bull Run, le 21 juillet en Virginie, brillamment remportée par le général Jackson,
ne fait que conforter cette idée d'une suprématie sudiste qui ont pour eux le fleuron du commandement militaire formé à West Point. Mais la guerre de sécession se prolonge et les sémillants volontaires ne suffisent bientôt plus. Lincoln développe une véritable économie de guerre au nord qui concentre 80% des usines du pays. En avril 1862, la première conscription sudiste appelle sous les drapeaux les hommes blancs âgés de 18 à 35 ans pour la durée de la guerre. Une seconde conscription en septembre élèvera l'âge maximal à 45 ans et l'Union adoptera à son tour une conscription en 1863. Le Sud tente 2 campagnes majeures contre Washington dans le Maryland et en Pennsylvanie. La première se solde par la victoire nordiste d'Antietam, qui coûte en une seule journée 12 000 hommes à chaque camp. La seconde aboutit à la bataille de Gettysburg le 1er janvier 1863, la plus meurtrière de la guerre de sécession. 150 000 hommes s'affrontent 3 jours durant, 23 000 d'entre eux perdent la vie dans chaque camp. Le même mois, le siège de Vicksburg dans le Mississippi marque un nouveau tournant dans la guerre en permettant au bout de 6 semaines de couper la Confédération en deux. La progression des nordistes est désormais inarrêtable. En 1865, les armées de l'Union sont renforcées par les Noirs du Nord et les affranchis du Sud qui les rejoignent après la proclamation d'émancipation du 1er janvier 1863. En vertu de ce texte qui déclare que toutes les personnes détenues comme esclaves dans les zones rebelles sont et doivent dorénavant être libres, plus de 200 000 Noirs vont désormais pouvoir servir aux côtés des fédéraux. L'année 1864 marque la déroute des sudistes qui reculent en masse devant le général Ulysse Grant, devenu lieutenant général de toutes les forces fédérales. À la tête de 120 000 hommes, Grant marche contre l'armée de Virginie du Nord sous le commandement du général Lee, qui en compte moitié moins. Et c'est en Géorgie que le général Sherman assène aux confédérés un double coup fatal. D'abord lors du siège d'Atlanta, dans une scène immortalisée par Autant emporte le vent de Margaret Mitchell, puis lors de la prise du port de Savannah, qui marque le terme de sa marche à la mer à travers la Géorgie. Le 9 avril 1865, le général Lee est battu à Appomattox, où il est acculé avec 26 000 hommes après la prise de Richmond par Grant le 3 avril 1865. Jefferson Davis tente de s'enfuir au Mexique où il est rapidement rattrapé et emprisonné sans jugement. Plus rien ne s'oppose donc à la libération des Afro-Américains. Et le 31 janvier 1865, le Congrès adopte le 13e amendement à la Constitution fédérale qui abolit définitivement l'esclavage sur l'ensemble du territoire américain. Il sera approuvé le 18 décembre, provoquant l'affranchissement de 4 millions d'esclaves. Alors que se serait-il passé si les États esclavagistes avaient gagné ? Le professeur Aaron Sheehan-Dehan, qui est directeur des études du Sud à l'Université d'État de Louisiane et l'auteur de nombreux livres, répond : La guerre civile a permis 2 grandes réalisations, à savoir la préservation de l'Union et l'émancipation. Si l'Union n'était pas restée unie, si les États-Unis s'étaient divisés en 2, il est probable que d'autres régions des États-Unis auraient profité de la sécession confédérée ou auraient elles-mêmes fait sécession du Nord ou bien du Sud. On aurait pu se voir créer un Midwest indépendant. La région allant de la Californie à l'État de Washington aurait pu constituer sa propre région. Même au sein de la Confédération, il y aurait eu des sections. C'est l'un des principaux arguments contre la sécession. Cette guerre a permis d'éviter l'éclatement des États-Unis. Les États-Unis auraient donc été constitués d'une série de petits pays plutôt que d'un grand. Oui, parce que les États-Unis sont plus grands que l'Europe continentale, nous dit le professeur Aaron Sheehan, et il n'y avait aucune raison pour qu'il n'y ait pas 45 républiques indépendantes. L'esclavage n'aurait peut-être pas été aboli. En termes internationaux, du point de vue de la Grande-Bretagne et de la France, cela aurait été une très bonne chose de diviser les États-Unis en 2, car ces 2 empires auraient poussé un soupir de soulagement, car en 1860, l'ensemble des États-Unis possédait déjà la plus grande économie du monde, mais pas le Nord et le Sud séparément. Le fait d'appuyer son économie sur la production de cultures de base, comme l'avait fait le Sud, c'est-à-dire avec le coton, le riz et le sucre et le tabac, n'aurait pas permis au Sud de se développer comme le Nord, qui avait choisi d'être dans l'industrie. Si le Sud avait commencé à conclure des accords commerciaux avec la Grande-Bretagne, les relations entre le Nord et le Royaume-Uni se seraient détériorées, ce qui aurait pu réduire la possibilité qu'ils rentrent dans la Première Guerre mondiale. La participation des États-Unis à la Première Guerre mondiale a été très précieuse car c'était la première puissance économique et ils avaient la première capacité industrielle.
Sans cela, la Première Guerre mondiale n'aurait pas eu les mêmes résultats. Sans les États-Unis unifiés, d'autres nations comme la Russie auraient connu une croissance plus importante au XXe siècle. Et la Russie est un exemple intéressant parce qu'elle a émancipé ses serfs en 1861 et il y avait donc une certaine amitié entre la Russie et le Nord. Il est certain que la Russie était un ardent défenseur du Nord et n'a même pas envisagé de soutenir la Confédération dans ce combat. Lincoln a vu une rivalité amicale entre les empires russes et américains et il a prononcé de célèbres paroles sur la façon dont l'empire russe à l'Est et l'empire américain à l'Ouest seraient des forces du bien et s'étendraient sur le globe. Mais l'Amérique du Nord aurait été considérablement affaiblie, et il est donc probable qu'on aurait vu d'autres empires, à la fois les empires britanniques et français, mais aussi russes, se renforcer sans le rôle de contrepoids des États-Unis. Alors oui, l'histoire du monde aurait été totalement différente, sans parler de l'effroyable esclavage qui aurait certainement continué pendant un certain temps dans les colonies du Sud, et puis surtout avec les colonies que les Britanniques avaient fait aussi, puisqu'il y avait des esclaves donc en Inde et dans d'autres pays. Rendez-vous compte qu'une guerre pour laquelle on ne porte pas forcément attention, parce qu'elle se situe à 5000 ou 6000 km de la France, a impacté le monde dans son entièreté et fait aujourd'hui qu'on ne serait peut-être pas français si les Américains n'étaient pas intervenus durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, parce que les États-Unis d'alors n'auraient pas été aussi puissants s'ils avaient été divisés en 2, 3 ou 4, 5 grandes régions. La semaine prochaine, une nouvelle uchronie. Bonne semaine!